Imaginez un peu la scène. Vous êtes en vacances enfin. Les doigts de pied en éventail, loin des soucis, loin de tout. Le seul dilemme, c'est piscine ou plage. Et là, le téléphone vibre. Un message du voisin, une photo un peu floue, ou un appel. Et la nouvelle tombe. Une vitre de la maison est cassée. Et là, d'un coup, le paradis se transforme un peu en centre de crise. Le cœur qui s'emballe et la première pensée, c'est « il faut rentrer, tout de suite ». Eh bien, c'est exactement ce scénario catastrophe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment on gère ça à distance, sans céder à la panique? L'idée, c'est de voir comment transformer ce qui ressemble à un cauchemar logistique en une série d'étapes claires pour, qui sait, peut-être même sauver ses vacances. Et pour ça, on s'est plongé dans un article qui est vraiment très bien fait, qui s'intitule Gestion de crise à distance, sécuriser les bris de vitre en son absence. C'est un guide très concret, presque un plan d'action en fait. On va en extraire ensemble la méthode pour rester efficace et serein même à des centaines de kilomètres de chez soi. Notre mission, c'est donc de donner les clés pour cette situation. Que faire dans les 5 premières minutes? Qui appeler? Et surtout, comment s'organiser pour que tout soit réglé de manière sûre, sans avoir à prendre le premier avion? Allez, on se lance. La première chose qui frappe, quand ça arrive, c'est le stress. Cette montée d'adrénaline qui nous pousse à imaginer le pire scénario possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que le point de départ de l'article, c'est de dire qu'il est en fait très rare, que la situation justifie vraiment d'écourter son séjour. C'est ça. Le vrai premier geste, ce n'est pas de faire sa valise, mais de respirer. Et de jouer un peu les détectives. C'est exactement ça. Il faut court-circuiter le mode panique pour passer en mode enquête. Le stress nous pousse à l'action immédiate, alors que la bonne stratégie, c'est d'abord de comprendre. Il faut donc bombarder de questions la personne qui vous a prévenu, D'accord. mais pas n'importe quelle question. Des questions précises, c'est quelle fenêtre? Au rez-de-chaussée? À l'étage? Elle est juste fissurée ou c'est un trou béant? Chaque détail est un indice qui permet d'évaluer la menace réelle. Et j'imagine que le meilleur indice aujourd'hui, c'est une image. Le premier réflexe, c'est de dire « envoie-moi une photo » ou même une petite vidéo, non? Ça change tout. Ah oui, On sort de l'imagination, qui dramatise toujours, pour entrer dans le concret. ça change absolument tout. Et pas seulement pour se rassurer. Cette photo, elle répond à la question fondamentale, celle qui va conditionner toute la suite. Est-ce que c'est un accident, un ballon, un choc thermique, ou est-ce qu'on est face à une tentative d'effraction? Ah oui, c'est crucial ça. Si la vitre est brisée juste à côté d'une poignée forcée, le plan d'action n'a plus rien à voir. Dans un cas, on gère un problème matériel, dans l'autre, on gère une violation de domicile. Et là, le premier appel n'est plus pour un vitrier, mais pour la police. D'accord, la distinction est claire. Disons qu'on a reçu la photo. On a de la chance, c'est un impact en plein milieu. Pas d'effraction. Le stress redescend un peu. Mais la maison reste vulnérable. L'urgence, c'est de boucher ce trou, j'imagine. Oui, l'urgence absolue, c'est de protéger le logement. On ne parle pas encore de réparation, mais de sécurisation. Une vitre cassée, c'est une invitation. D'abord aux intrusions, évidemment, mais aussi aux intempéries. S'il pleut, les dégâts à l'intérieur peuvent vite coûter bien plus cher que la vitre elle-même. On n'y pense pas forcément. Et puis en hiver, c'est une catastrophe énergétique. Il faut donc agir et vite. Et c'est là que ça devient intéressant dans l'article. On peut le faire à distance. L'idée, c'est de ne pas chercher à remplacer la vitre tout de suite, mais de faire ce qu'on appelle une mise en sécurité. C'est bien ça. C'est le concept clé. L'intervention d'urgence ne vise pas à installer une nouvelle vitre. Ça peut prendre du temps. Il faut commander le bon modèle, etc. Exactement. Non, la mise en sécurité, c'est une solution temporaire mais robuste. Un professionnel va venir poser une fermeture provisoire, souvent un panneau de bois, pour condamner l'ouverture. C'est solide, ça protège du vent, de la pluie, des intrus. Le problème est contenu. Attendez, mais appeler un vitrier à distance, ça me semble voilà, compliqué. Surtout en plein stress, en vacances. Comment on peut être sûr de ne pas tomber sur une de ces arnaques au dépannage qui coûtent une fortune? C'est une excellente question et c'est un vrai risque. Le stress, c'est le meilleur allié des arnaqueurs. La meilleure parade, c'est de passer par des canaux de confiance. Comme, Le plus simple, c'est de contacter son assurance. Ils ont des réseaux d'artisans agréés, fiables et dont les tarifs sont encadrés. même si on ne fait pas encore la déclaration officielle, on peut leur demander les coordonnées d'un partenaire de confiance dans la région. C'est un gage de sécurité. D'accord, donc on a le numéro d'un vitrier fiable, mais il reste un problème de taille. Comment il rentre chez moi? Je ne vais pas lui dire de passer par le trou dans la fenêtre, quoi.
Et voilà le personnage central de toute cette histoire, ce que l'article nomme la personne de confiance. Sans elle, l'opération est quasiment impossible à distance. C'est le pivot de toute la logistique. Ah oui, ça peut être un voisin, un ami, un membre de la famille qui habite à proximité, le gardien de l'immeuble. Mais c'est une sacrée responsabilité à demander à quelqu'un. Ce n'est pas juste peux-tu ouvrir la porte? J'aurais peur de déranger, d'abuser un peu. Quel est son rôle exact? Son rôle est plus celui d'un chef de chantier que d'un simple portier. C'est vrai que c'est une demande importante. Cette personne va, premièrement, accueillir le professionnel. Logique? Deuxièmement, elle va être nos yeux et nos oreilles. Elle va vérifier que le travail est bien fait, le panneau est bien fixé, l'ouverture est complètement étanche. Et troisièmement, elle va faire le lien, récupérer le rapport d'intervention, prendre une photo du résultat final et nous l'envoyer. Ah, ça c'est génial. C'est ça qui permet de vraiment se rassurer. On n'est plus un propriétaire qui subit, on est un chef de projet qui coordonne à distance. C'est une compétence nouvelle, finalement. Vu comme ça, c'est un rôle crucial. Comment on briefe cette personne pour que ce soit clair et pas trop lourd pour elle? La clarté, c'est la clé. Le mieux, c'est de lui envoyer un message simple avec une petite checklist. 1. Accueillir le vitrier à telle heure. 2. Vérifier que le panneau est solide. 3. M'envoyer une photo quand c'est fini. 4. Récupérer la facture. Simple, direct. C'est simple et ça dédramatise. Aujourd'hui, avec un appel en visio, on peut même faire le tour en 1 minute avec elle et le vitrier. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui a eu une fuite d'eau pendant ses vacances en Italie. Sa personne de confiance, c'était sa voisine de 80 ans, qui a géré le plombier avec une autorité incroyable par téléphone. Parfois, les solutions sont juste à côté. D'accord. Donc, récapitulons. On a évalué la situation sans paniquer. On a trouvé un pro de confiance via l'assurance. Et notre voisin super-héros a géré l'intervention. La maison est sécurisée avec un grand panneau de bois. C'est à ce moment-là que le cœur arrête enfin de battre à 100 à l'heure, où il y a encore des pièges. C'est le moment où on peut vraiment souffler. Le pire est passé, le logement est protégé, le risque est maîtrisé. Et c'est là qu'intervient une autre idée contre-intuitive. L'instinct nous pousserait à nous jeter sur le téléphone pour passer 2 heures avec l'assurance à tout déclarer. Ah, je suis soulagé d'entendre ça. J'aurais instinctivement passé ma matinée au téléphone avec l'assureur avant même de penser à sécuriser le trou. Je me serais dit que c'était la priorité pour être remboursé. C'est un réflexe quasi universel, mais c'est une erreur. La priorité absolue de l'assureur, comme la vôtre, c'est d'abord d'éviter que les dégâts ne s'aggravent. D'accord. La mise en sécurité est donc l'acte prioritaire. La déclaration administrative, elle, peut attendre. Selon les contrats, on a généralement entre 2 et 5 jours ouvrés pour la faire. Ah oui, on a le temps. On peut donc la rédiger tranquillement, le soir, une fois que la situation est stabilisée. Et pour que cette déclaration se passe bien, pour que le dossier soit traité rapidement, de quoi a-t-on besoin? J'imagine qu'il vaut mieux fournir un dossier complet du premier coup pour éviter les allers-retours. Absolument. Un dossier bien préparé, c'est un remboursement plus rapide et moins de tracas. Il y a 3 pièces maîtresses. D'abord, les fameuses photos du début, celles prises dans l'urgence. La preuve. C'est la preuve irréfutable des dégâts initiaux. Ensuite, le rapport d'intervention et la facture du vitrier. Ça prouve que vous avez agi en bon père de famille, comme on dit, pour protéger votre bien. Et enfin, si c'est le cas, la copie du dépôt de plainte si le bris de glace est lié à un vandalisme ou une effraction. Avec ces 3 éléments, le dossier est solide. Et le remplacement final, la vraie nouvelle vitre, on s'en occupe quand? Ça, c'est le projet du retour de vacances. Une fois le dossier ouvert, l'assurance mandate un expert ou donne son accord pour les réparations. On peut prendre rendez-vous avec le vitrier pour son retour sans stress. Ça confirme bien l'idée centrale. L'urgence, c'est la protection. La réparation, c'est de l'organisation. Et donc on peut retourner à sa chaise longue? Théoriquement, oui. L'esprit nettement plus tranquille en sachant que le problème est sous contrôle. En résumé, donc, face à ce coup de stress en pleine vacances, la méthode est claire. D'abord, on respire et on enquête à distance, avec un proche et des photos. Ensuite, on se transforme en chef de projet. On trouve un pro fiable, on missionne une personne de confiance pour gérer la mise en sécurité. Et seulement après, une fois le logement protégé, on s'occupe calmement de la paperasse pour l'assurance. Un problème qui paraît insurmontable au départ peut vraiment être découpé en étapes gérables. Ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser que la solution à un problème très physique, un trou dans un mur, est entièrement immatérielle. C'est une bonne façon de le voir.
Elle repose sur la communication, la confiance et la délégation. On ne résout pas le problème en étant présent, mais en activant le bon réseau. Savoir qui appeler et qui peut aider sur place, c'est infiniment plus efficace que de sauter dans le premier train. C'est un vrai changement de perspective. Oui, sur ce que veut dire gérer son foyer aujourd'hui. Et toute cette analyse se concentre sur la réaction, sur la gestion de crise une fois qu'elle est là. Ça soulève une question intéressante pour aller plus loin, une question de préparation. D'anticipation, oui. On a vu comment être un bon gestionnaire de crise à distance, mais ne serait-il pas encore plus simple de ne presque pas avoir de crise à gérer? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en 15 minutes avant de partir en vacances? C'est une bonne question. Avoir déjà identifié une ou deux personnes de confiance, leur avoir demandé si elles seraient d'accord en cas de pépin, avoir le numéro d'un serrurier ou d'un vitrier agréé par son assurance préenregistré dans son téléphone, anticiper ces quelques éléments, est-ce que ça ne transformerait pas ce qui ressemble à un drame en un simple contretemps ?